Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'êtes pas une femme d'affaires ni une femme objet, et pourtant le mélange des deux à la télévision vous permet de ne pas avoir 50 ans, mais plutôt 2 fois 25 ans. Un long parcours que vous racontez dans un livre aujourd'hui. Bonjour Sophie Davant. Bonjour, merci de votre invitation. Et ravi de vous retrouver. Je vous avais accueilli dans les clés d'une vie il y a 3 ans. On a beaucoup évolué depuis, comme vous d'ailleurs, vous évoluez sans cesse. Il y a ce livre chez Albin Michel, Tout ce qui nous lie, dont on va parler. Il y a ce journal, le magazine de Sophie Davant. Mais on va revenir à votre parcours avec d'ailleurs des informations qui sont dans ce livre et des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 3 juillet 1986. C'est votre première télé. C'est un reportage sur les restrictions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous êtes alors stagiaire à France 2. Et dans Télématin, déjà, vous commentez ce reportage. Vous vous en souvenez ? Alors là, j'aurais été incapable de vous donner le sujet de mon premier reportage. Ouais, je ne sais pas comment vous avez retrouvé ça. C'est énorme. Et c'était la commission, c'était l'ancêtre du CSA pratiquement. Ouais. Et vous faites un petit commentaire, on reconnaît votre voix. Et vous êtes à l'époque stagiaire à Antenne 2. Oui, puisque j'avais obtenu le stage de fin d'année de mon école de journalisme. À ma grande surprise, j'étais allée voir mes profs en étant catastrophée parce que c'était l'un des stages les plus convoités. Et moi, ils avaient tout de suite vu que j'avais une aptitude audiovisuelle, on va dire. Et donc, ils m'avaient proposé ce stage. Et donc, j'étais allée les voir en leur disant, enfin, vous êtes fous. Moi, j'avais à peine 24 ans, aucune expérience. Avant, j'avais fait une maîtrise de langues étrangères appliquées. Aucun stage dans aucune société de presse, alors que j'étais entourée par des camarades qui, eux, étaient plus aguerris. Donc, j'étais allée voir mes profs en disant, vous êtes complètement fous de m'avoir choisi. Et alors, ils s'étaient marrés en me disant, mais non, nous, on sait pourquoi on t'a choisi. Alors, j'ai dit, ah bon, pourquoi ? Parce qu'on considère que tu as la plus grande capacité d'adaptabilité. Voilà. Et à l'époque, c'est une notion qui m'était totalement étrangère. Et à l'usage, j'ai pensé qu'ils avaient eu raison. Alors, le journalisme, Sophie Davant, c'est une passion depuis vos jeunes années, je crois. Oui, mais je n'osais pas me l'avouer parce que j'étais dans une famille d'enseignants et mes parents auraient voulu que je sois fonctionnaire surtout. L'argument, c'était pour que tu aies des vacances quand même. C'était bon. Mais et puis que je sois capétienne ou agrégée. Voilà, c'était leur projet pour moi. Alors donc, je ne me l'avouais pas, mais je me surprenais quand même à sécher mes cours pour suivre quelques émissions. Donc j'avais un goût prononcé pour ça. Chez moi, on regardait Jacques Chancel, on regardait Pivot, on regardait Drucker le dimanche et je n'en loupais pas une. Voilà. Il y a même une émission que vous suiviez, je crois, le jeudi, en séchant. C'était celle-ci. L'invité du jeudi avec Anne Sinclair. C'est vrai. Ça vous a marqué, ça ? Alors, ça m'a marqué d'abord parce que Anne Sinclair était sortie de son rôle d'intervieweuse politique. Elle avait traversé une petite période désertique, je crois. C'était quand même pas mal d'avoir une émission sur... je crois que c'était France 2. Je croyais que c'était sur France 3, mais je crois que c'était sur France 2. Et donc, elle avait reçu ce jour-là Simone Signoret, dont j'étais absolument fan. Et donc j'avais séché mes cours et alors j'avais eu le plaisir de découvrir Alain Souchon et Laurent Voulzy, deux nouveaux venus qui faisaient là leur première apparition à la télé. Voilà, Alain Souchon d'ailleurs qui heureusement a rencontré Laurent Voulzy parce que sans ça, il m'avait dit un jour je vais arrêter le métier. C'est vrai. L'amour 1830, personne n'en veut, ça n'intéresse personne. Il a failli arrêter. Et réciproquement d'ailleurs, Laurent Voulzy n'arrivait pas à percer non plus. Et c'est Bob Soquet, un directeur artistique, qui les a réunis et on sait ce que ça donnait ensuite. Alors finalement, vous avez acquis de vos jeunes années, Sophie Davant, une qualité, c'est la rigueur. Oui. J'étais compétitrice, moi, donc j'ai fait du sport grâce à mon grand-père, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de trucs. Donc j'avais déjà ce sens de la compétition. Donc pour être une bonne compétitrice, il faut quand même faire preuve de ténacité et de rigueur et avoir un mental. Et puis c'est vrai que on ne fait pas des carrières aussi longues sans rigueur et sans travail. Voilà, ça n'existe pas. Mais quand on connaît votre taille et qu'on se dit que vous avez fait du basket, c'est surprenant, non ? Mais si vous me regardez de près, j'ai des cicatrices partout. Ah bon ? Oui, je me suis tout cassé, le bras, le genou, parce qu'évidemment, j'étais rapide et à droite, donc j'étais confrontée à des filles beaucoup plus grandes que moi, donc je prenais des gadins pas possibles. Alors, le plus grand basketteur du monde aujourd'hui, il s'appelle Bob Wagner, et il mesure 2,34 m. Eh bien... il fait 3 Sophie au moins. Au moins. Alors, vous avez aussi grandi dans une époque où on avait le sens du collectif, Sophie Davant.
Oui. Alors l'apprentissage du basket, c'était important justement pour ça. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours eu la chance de faire des émissions où on était une équipe, l'équipe du matin, donc ça crée des liens, cette équipe-là. Et j'ai vécu ça pendant plus de 30 ans, puisqu'après j'ai animé ma propre émission qui s'appelait C'est au programme pendant 21 ans. Donc voilà, un collectif, une sorte de feuilleton au quotidien. Tous les jours, on arrive en salle de maquillage en demandant des nouvelles de la veille. Et donc, quand ces émissions se sont arrêtées, moi, j'ai été en deuil total. Ça a été très douloureux. J'imagine. Alors, ces jeunes années vous ont permis aussi d'apprendre par votre grand-mère, justement, le plaisir d'écouter et l'empathie. Oui, parce que j'avais des grands-parents directeurs d'école, donc très rigoureux. Il fallait avoir de bonnes notes, il fallait être un bon élève. Et puis, j'avais par ailleurs un couple de grands-parents qui tenaient un bar, restaurant, café, presse, tabac, bonbons. Enfin, il y avait de tout. C'était une véritable caverne d'Ali Baba. C'était près de Bordeaux, je crois. C'était à 15 km de Bordeaux. Ouais. Et ma grand-mère était très affable, très spontanée, très souriante. Et elle savait tout de la vie de tous ses clients. Donc, à chaque fois, il y avait des queues incroyables. Les gens ne râlaient jamais. Elle demandait des nouvelles de toute la famille. Et c'est vrai que j'écoutais et j'ai hérité d'elle pas mal de choses, oui, certainement. Et puis votre mère aussi travaillait énormément, je crois qu'elle était chercheuse. Et finalement, le sens du travail, d'élever ses enfants et travailler en même temps, ben vous l'avez aussi acquis de votre mère, Sophie Davant. Oui, parce que ma mère était une féministe. Elle militait au sein du mouvement Choisir de Gisèle Halimi. À l'époque, elle militait pour le droit à l'avortement, elle militait déjà pour la parité, etc. Quoi. Donc nous, on est héritières, nous, les femmes de notre génération, on est héritières de tous ces combats-là. Mais ma mère m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse des études, que je sois... Alors déjà, faire des études pour choisir ma vie, pour choisir mon avenir, et puis surtout ne dépendre de personne financièrement. Et vous vouliez au départ être médecin humanitaire ou chirurgien? Oui, je voulais être chirurgien humanitaire. Voilà, je voulais tout rassembler. J'avais été émerveillée par l'aventure de Médecins du Monde, de Bernard Kouchner, de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde. Donc tous ces Bernard Kouchner, Jean-Christophe Ruffin, tous ces gens-là me fascinaient. À la fois parce qu'il savait pratiquer la médecine, il était chirurgien, et puis il sauvait des boat people à l'autre bout du monde, etc. Donc oui, ça m'aurait plu. Mais ma mère est tombée malade très jeune, et ça m'a un peu dégoûtée quand même de la médecine. Voilà. Et vous êtes passé au journalisme avec des femmes que vous admiriez, à commencer par Françoise Giroud et Hélène Lazareff. Oui, Hélène Lazareff, Françoise Giroud, toutes les Giroud Girls comme Catherine Ney, et puis à la télévision, Christine Ockrent, Anne Sinclair, qui nous ont donné envie de faire ce métier. Voilà. Et Christine Ockrent, vous l'avez rencontrée étudiante d'ailleurs. Christine Ockrent, j'avais fait un mémoire sur elle. À l'époque, c'était la reine Christine, comme on l'a surnommée. Donc, j'avais dit à mes profs que je rencontrerais toutes les personnes qui avaient travaillé avec elle. Et ils m'ont dit, mais non, mais tu n'y arriveras jamais. Elle ne te recevra jamais, etc. Non seulement j'y suis arrivée, elle m'a reçue à plusieurs reprises, mais j'ai surtout rencontré Pierre Desgros, Jean-Claude Eberlé, Philippe Gildas, tous les patrons qu'elle avait côtoyés pendant toutes ces années. Sans imaginer qu'un jour, vous feriez la télévision. Oh, si, je commençais à l'imaginer, puisque là, j'étais dans mon école de journalisme. Et que mes profs me mettaient toujours aux journaux télévisés, c'est moi qui les présentais, donc j'avais quand même une petite idée derrière la tête. Mais bon, je me projetais comme grand reporter, pas forcément comme vedette de la télé. J'avais bien conscience que les places étaient chères devant la caméra, et puis c'était pas forcément mon objectif de devenir une vedette. Je voulais faire mon métier de journaliste. Et votre grand-père a été le premier à croire en vous, je crois, Sophie Davant, car il découpait les articles du Monde pour vous les montrer et que vous les conserviez. Oui, alors il découpait les articles, il me constituait des petits dossiers pour étoffer ma culture générale. Je trouvais ça trop mignon. Et puis mes autres grands-parents, ils découpaient les articles qui me concernaient dans la presse. Là, c'était pas pareil. Là, eux, ils étaient plutôt fans. Et puis, votre père était aussi en avance sur son temps, puisqu'il a fait de l'environnement le combat de sa vie. Là aussi, c'était en avance. Oui, et c'était pas une écologie politique à l'époque, c'était une écologie citoyenne. Donc il a créé une association de protection de la nature.
Et il s'est battu, alors à l'époque, contre les centrales nucléaires, contre les bateaux qui nuisaient aux gravières de la Garonne, où venaient frayer les poissons, tout ce genre de combat contre la chasse à la tourterelle, le premier. Mais moi, quand j'étais lycéenne, j'ai quand même un jour ouvert ma porte de ma maison à 15 km de Bordeaux. J'ai ouvert la porte, j'ai quand même vu Brigitte Bardot en cuissarde devant moi parce qu'elle accompagnait Alain Bougrain-Dubourg pour aller manifester contre la chasse à la tourterelle. Donc j'ai quand même vécu des trucs pas possibles. Exactement. Et à propos de cinéma, il y a un film qui vous a marqué, et qui vous a marqué au fer rouge, même, c'est L'amour violet de Yannick Ah Bellon. oh là là. Alors ma mère était donc très très avant-gardiste sur tous ces sujets de société, et elle m'avait emmenée voir ce film alors que j'avais, je sais pas, 12 ou 13 ans. C'est un film d'une violence incroyable avec Nathalie Neil qui subissait un viol. Et je crois que c'était un film de Yannick Bellon. C'est ça, oui. C'est Ouais. le premier film où on parle d'un viol, Voilà. et encore une fois, de façon assez légère par rapport à la réalité. Oui, enfin, on assistait quand même à la scène du viol. Moi, ça m'a traumatisée. Je pense que j'ai mis des années à avoir ma première vraie histoire d'amour à cause de ce film. Ouais. Et voilà. Vraiment. Enfin, vous avez eu d'autres histoires d'amour avec la télévision en particulier. On en parle avec une autre date, le 13 avril 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Davant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sophie Davant. L'actualité, c'est tout ce qui nous lie, un livre chez Albin Michel. Le journal de Sophie Davant, on va reparler. Mais le 13 avril 1987 est un jour très important. Et ce jour-là, vous débutez dans cette émission. Télématin, où vous êtes annoncé par Roger Zabel très gentiment pour votre première météo. C'est fou. Oui, hein, oui. Je travaillais avec Roger Zabel qui était très sympathique. Mais c'était votre première météo. Alors oui, c'était ma première météo en direct. En fait, j'avais donc fait ce stage l'été, et puis à la fin de l'été, on faisait la queue à la cantine, et je retrouvais les autres stagiaires qui étaient en même temps que moi, et qui m'ont dit que Brigitte Simonetta arrêtait de présenter la météo et faisait passer un casting. Bon, je n'ai pas réagi plus que ça. Ils m'ont dit, mais t'es pas capable d'aller passer les essais, etc. Bon, je dis, si, je veux bien y aller. Et il se trouve que j'ai été retenue. Et alors là, j'ai eu un grave cas de conscience. J'ai dû appeler mon père, mes profs de l'école de journalisme, parce que je me doutais que si je commençais par la météo, ça allait mettre un coup de frein à ma carrière de journaliste. À l'époque, on avait des images encore plus cloisonnées qu'aujourd'hui. Voilà, donc en fait, j'avais pas d'argent pour pouvoir rester à Paris, j'avais pas d'argent pour pouvoir me payer un appartement, donc je me suis dit que ce serait un bon moyen de débuter. Voilà. Et vous avez fait le stage traditionnel à la météo pour Oui. apprendre. Bien sûr, Oui. j'avais fait le stage à Météo France. Puis surtout, j'ai découvert une école excellente parce que on travaillait en direct. Donc sur Télématin, il fallait être capable de faire soit 30 secondes, soit 3 minutes. Donc on apprend vite, et puis c'est un exercice. Et puis il faut à la fois être crédible, avoir de la rigueur et imprimer une personnalité pour qu'on vous repère. Donc c'est une vraie école de télé. Et quand on voit les premiers bulletins météo du journal télévisé en 49, où on voit un monsieur qui, sur un carton, filme à Météo France les images et apporte la bande ensuite rue Cognac-Jet, c'est assez différent. Et alors moi, j'ai commencé, on avait encore des cartes aimantées, vous savez, avec Oui. des petits symboles aimantés qui tombaient d'ailleurs quand ils étaient usés. Et rapidement, 6 mois après, je crois que la météo est devenue une vraie émission à part entière, sortie du journal télévisé, sponsorisée. Donc c'est devenu un vrai gros carrefour, la météo. Le problème, c'est que Télématin, il faut se lever tôt tous les matins. C'était pas évident, Sophie Davant. Non, c'était pas évident, et j'ai mis du temps à me faire à ce rythme-là, entre se lever tôt, arriver à avoir la tête un peu à l'envers, et puis faire du direct. C'était pas évident. Et être confronté aux facéties et à l'humour de Roger Zabel, qui a vite repéré que j'étais une bonne petite camarade de jeu qui riait à ses blagues, même les plus nulles. Donc je me suis fait avoir assez vite sur l'une d'entre elles. Je vois très bien où vous voulez en venir. Non. Oh non, je pensais même pas ça. Non, Hein? Roger Zabel, moi je me souviens de lui dans des week-ends où il y avait des soirées dans des discothèques qu'il préparait la veille pour bien vérifier qu'elle aurait lieu. Donc il était dans un état lamentable le lendemain matin avec son copain Fred Beauchesne. Ah
Ah Voilà. bah oui, ça c'est sûr. Du Mais côté de l'océan Atlantique là-bas. Exactement, par là. Mm. Mais c'est vrai qu'en plus, il se trouve que Télématin, c'était une ambiance joyeuse à l'époque, et on se retrouvait après à 9 h du matin pour une entrecôte. Oui, alors ça c'était merveilleux. Alors déjà on devenait très vite une sorte de famille, donc on était très copains les uns avec les autres. Et c'est vrai, et on était d'autant plus copains qu'on passait 1 heure au bistrot chez un Auvergnat qui avait son petit bistrot à l'époque où Antenne 2 était avenue Montaigne, là, juste à côté. Et c'est vrai qu'on avait faim à 9 h du matin. C'était presque notre déjeuner. Donc, on mangeait des entrecôtes frites. Et alors, il y avait un bistrot à l'angle de l'avenue Montaigne où on voyait passer les mannequins qui venaient faire des essayages dans les maisons Ouais. de couture. Donc, on avait constitué une sorte de jury avec des petites plaquettes comme au patinage artistique pour attribuer des notes. La note technique, la note artistique. Et on riait beaucoup. Mais c'est une ambiance qu'on peut plus imaginer aujourd'hui à la télévision. Ben, c'est vrai que les temps ont changé, oui. C'était plus familial, il y avait plus d'argent, on pouvait se permettre d'aller faire des directs un peu partout où on le souhaitait en France. Aujourd'hui, tout est calculé, tout est mesuré, c'est différent. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, et ce quelqu'un, il a même chanté. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est lui Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par William les Lémergie fantômes. qui chante Pac-Man. Il était à l'époque dans l'émission de Dorothée Récréa 2. Il produisait. Il produisait, il était rédacteur en chef, et Jean-Luc Azoulay, qui travaillait avec Dorothée, lui a fait faire cette chanson, qui était une chanson qui évoque le premier jeu vidéo de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Oui, bah oui, je suis très proche de William, que je vois toujours autant et avec autant de plaisir. On s'est vite découvert tous les deux des affinités. Et voilà, j'ai été une petite sœur, quoi, sa petite sœur. On s'est vite découvert des points communs professionnels et il m'a confié assez vite la présentation d'une émission qu'il produisait. Qui s'appelle C'est au C'est programme. au programme. Ouais. Et ça, justement, c'est une nouveauté parce que la télévision du matin, ça n'existait pas. Dans les années 60-70, on regardait en province la mire à la télévision et on écoutait la radio en même temps. C'était vrai. une nouveauté. Oui, c'était une nouveauté. C'est des émissions qui manquent d'ailleurs aujourd'hui. C'est des vrais programmes d'accueil qu'on a remplacés par des feuilletons américains ou par des jeux. Bon, je trouve ça triste parce que on entrait vraiment à une heure particulière dans les foyers, à une heure où souvent les femmes étaient seules à 10 h du matin, avaient du temps. Donc c'est comme si on était devenus leurs amis, quoi, leurs copains. Voilà. Et moi, on avait une ligne de conduite avec William, c'est qu'il fallait déculpabiliser les gens de regarder la télé. Autrement dit, il fallait toujours que toutes les 5 minutes, on leur donne une info. Voilà, qu'ils ne perdent pas leur temps en regardant la télé. Et surtout, je crois qu'il vous a repéré, Sophie Davant, pour votre spontanéité, votre naturel. Ben, je sais pas, il faudrait lui poser la question aussi pour ma rigueur, parce que William s'est toujours beaucoup moqué de moi. J'ai été, je crois, son sujet de moquerie numéro 1. Mais bon, il savait qu'il pouvait compter sur moi, quoi, que je relèverais les défis et que je bosserais, parce que mine de rien, c'est du boulot quand on fait des quotidiennes. Oui, et c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que non seulement il faut la présenter, mais il faut tout préparer en amont. Il faut préparer et puis il faut avoir une hygiène de vie quand même pour être présentable. Il faut être vif. Il faut au quotidien, il faut savoir se remettre en question tous les jours. Il faut savoir interpréter les chiffres d'audience pour comprendre ce qu'aiment ou pas les téléspectateurs. Il faut savoir se remettre en question pour évoluer. C'est pour ça que ce programme, on l'a fait durer plus de 20 ans, ce qui est pas rien à la télévision. Donc voilà, tout ça, ça suppose le direct, mais beaucoup de préparation en amont et puis beaucoup de réunions après. Et puis, une culture générale que vous vous êtes fait grâce à cette émission, Sophie Davant. Avec bonheur. Ça, alors là, oui, je suis très curieuse, moi. C'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Et je dois dire que, alors là, on a parlé de tous les sujets, santé, psycho, animaux, mode, etc. Et là, aujourd'hui, avec Affaires conclues, je ne fais qu'étoffer cette culture générale, donc je suis ravie aussi. Et l'un des grands moments de ce programme, c'était les chefs qui venaient faire la cuisine. Et ça, c'était le souvenir du poulet familial de votre enfance aussi, qui ressurgissait à chaque fois. Du poulet familial et de ma grand-mère paternelle qui cuisinait tout en tenant son magasin. Donc, elle avait une vieille cuisinière en fonte sur laquelle fristouillait toujours des vieilles sauces, des restes, etc. Et j'ai appris à cuisiner avec elle. Voilà, j'ai plein de goûts encore en mémoire et
J'aimais beaucoup sa cuisine. Alors, c'est au programme, il y a eu un autre défi juste après, qui a continué, c'était le Téléthon. Car là aussi, ça a été une aventure incroyable, Sophie Davant. Alors le Téléthon, on me l'a proposé avant cet programme. C'est Daniel Pat, qui d'ailleurs avait produit Télématin du temps de Roger Zabel, qui me l'a proposé. Donc on avait déjà travaillé ensemble. Et il me l'a proposé en 97, donc un an avant cet programme, de remplacer Claude Sérillon. Alors là, c'est pareil, je suis allée le voir, ils ont dit, t'es complètement malade, t'es complètement fou, moi, je vais jamais y arriver, etc. Et moi, j'avais regardé cette émission dès la première diffusion en 1987. J'avais participé avec Roger Zabel, on avait fait un footing autour de la maison de la radio, lors du premier Téléthon, et j'avais regardé après. Et je m'étais dit, waouh, quel ovni! Que ça c'est de la télé. Je m'étais dit tous ces directs, ce mélange de fêtes et d'informations, etc. Je me suis dit voilà la télé que j'aimerais faire un jour. Et c'est vrai que quand Daniel m'a proposé de prendre la succession de Claude Sérillon, bon, c'était un immense défi parce que là, c'est pareil, il faut travailler beaucoup pour être crédible, il faut plancher sur tous les dossiers médicaux, il faut avoir des réunions avec les chercheurs, il faut vulgariser ce qu'ils vont nous dire, et puis il faut être persuasif, puisque vous voyez directement si vous avez été convaincant au compteur qui tourne ou pas. Donc là, c'est pas une histoire d'audience, c'est une histoire de compteur. Voilà, et puis j'aime faire ça, j'aime la fidélité, j'aime le fait de faire ça depuis 23 ans, je crois, 23 ou 24 ans. Je suis liée à certaines familles. Voilà, c'est pas rien, là encore. Et c'est peut-être ce qui a donné le plus de sens à mon métier. Voilà, j'aime me sentir utile. Eh ben, vous êtes utile aussi dans un autre univers. On en parle avec une autre date, le 22 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Davant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sophie Davant, tout ce qui nous lie chez Albin Michel, le journal, le magazine Sophie Davant, et puis le 22 mai 2021, une date récente, le retour enfin de cette émission. Car après le confinement, vous êtes revenu le 22 mai 2021 et vous attendiez ce moment, Sophie Davant. Oui, alors le 22 mai 2020, alors non, c'était l'an dernier. Non, oui, c'était. On ne sait plus où on en est après. Je crois que c'était l'an dernier. C'était l'an dernier, après le premier confinement. Oui, parce que figurez-vous qu'on a attendu longtemps alors que toutes les émissions avaient repris. Nous, on n'avait pas le go des Américains puisque c'est Warner Bros qui produit cette émission. Et comme ils sont très frileux en matière de santé, qu'ils avaient peur qu'il y ait la moindre contamination sur le plateau, tout le monde avait repris sauf nous. Donc on a dû patienter pendant un mois, je crois, avant de pouvoir revenir en plateau. Et c'est vrai qu'on était heureux de se retrouver, là encore. Alors, cette émission Affaires conclues a changé votre vie. Et au départ, quand on vous l'a proposé, vous avez hésité en voyant la version allemande de cette émission. J'ai hésité parce que moi, j'étais plus en empathie avec les êtres humains qu'avec les objets. Je savais qu'on l'avait proposé à Stéphane Bern, donc je me demandais pourquoi il avait refusé. On n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs. Non, je crois que c'était pour des raisons personnelles. Ouais. Bon, je sais pas. Et puis donc là, j'ai rencontré le producteur qui s'appelle Jean-Louis Blot et qui a su me convaincre en me disant une phrase, j'aimerais que tu en fasses de cette émission ce que tu es. Bon, là, je me suis dit, je vois ce que je peux y apporter. Et là, il m'a montré le format allemand, puisque c'est une émission qui cartonne en Allemagne depuis presque une dizaine d'années maintenant, avec des scores incroyables. Et alors, quand j'ai vu le format allemand avec un présentateur moustachu, une chemise à carreaux, un ton très docte et linéaire, j'étais catastrophée. Je me dis, tu veux que je fasse ça? Il me dit, non, laisse-toi aller, fais-en ce que tu es. Bon, et là, je me suis dit, on va voir. Et dès les premiers enregistrements, j'ai senti qu'il y avait les bons ingrédients pour que la mayonnaise prenne, quoi. C'est-à-dire un bon casting de commissaires-priseurs et d'acheteurs, des infos, on apprend des choses et je sais que les téléspectateurs aiment apprendre en regardant la télé, surtout sur le service public. Et puis un suspense lié à ces enchères. Est-ce que l'objet va être vendu au prix où il a été estimé ?
Et puis il y a votre rire, votre façon de vous moquer des acheteurs quelquefois, de leur couper la parole. On vous critique parfois, mais ça fait partie du jeu. Oui, alors moi j'essaie d'y mettre un peu d'humeur, quoi, d'humour, tout en posant les questions que les téléspectateurs se posent. Alors c'est vrai que soit il y a des téléspectateurs qui ont de l'humour et qui comprennent que tout ça est drôle, soit il y a des gens qui prennent les choses au premier degré et qui comprennent pas. Mais bon, cela, tant pis pour eux, quoi. Exactement. Alors, il y a aussi ce monde des commissaires-priseurs que vous ne connaissiez pas, je suppose. Non, moi j'ai découvert deux mondes. Alors j'ai découvert ce spectre de culture générale que maîtrisent les commissaires-priseurs. Ce sont des gens qui s'intéressent à tout, qui savent tout sur tout. C'est impressionnant. Et puis j'ai découvert ce côté passionné des acheteurs, prêts à tout pour un bel objet, prêts à faire 800 km en une journée. Enfin, ce sont des gens qui sont sans limite. Voilà. Donc c'est assez amusant. En fait, j'ai l'habitude de dire que c'est pas de la télé-réalité, mais de la réalité à la télé. Quoi. C'est vraiment la réalité de la vie à la télé. Oui, et en même temps, ces acheteurs ont débuté au marché aux puces, parce qu'avant la télé, il y avait le marché aux puces. Je ne sais pas si vous êtes y allé, mais oui. Le marché aux puces, il est né en 1885, et au départ, c'était les gens du voyage qui étaient là, et c'est devenu ensuite le plus grand rendez-vous de brocanteurs, d'antiquaires du monde. Mais ça m'étonne pas, parce que parmi nos acheteurs, il y a vraiment certains d'entre eux pourraient appartenir à cette catégorie des gens du voyage. Ils ont ce côté nomade, ils ont ce côté prêt à partir pour faire une bonne affaire et trouver un bel objet. Et ça me fascine. J'adore les gens passionnés, moi. Je trouve ça formidable. Alors, les liens se sont créés justement avec les acheteuses et les acheteurs, avec Caroline Margeridon en particulier, mais ça n'a pas été facile au départ. Je la regardais un peu comme un drôle d'ovni, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Elle arrivait en Porsche avec ses talons trop hauts, ses pantalons trop serrés, trop de bijoux, trop bronzée. Alors, je me permets de dire tout ça parce qu'elle le dit elle-même d'elle. Elle dit les 3 B, trop bronzée, trop bijoutée, trop blonde. Voilà. Et donc, on se disait bonjour très poliment, mais je me disais, on n'est pas du même monde. Et puis, un jour, elle a eu un petit problème sur un Prime et j'ai pris sa défense. Et voilà, il y a eu tilt, il y a eu coup de foudre. Et puis voilà, c'est vrai qu'on est totalement différentes. On est à l'opposé l'une de l'autre, mais on se rejoint sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des valeurs de cœur, de fidélité, d'amitié, de partage, d'aimer le bon champagne et d'aimer passer de bonnes soirées et de bons moments. Voilà. Et alors, il se trouve que son père, René Margeridon, elle a pris sa succession, a créé à la radio la première émission justement d'acheteurs qui était sur Radio Monte-Carlo dans les années 80. Je croisais régulièrement et il n'a pas fait de télé à l'époque parce que personne n'en voulait. Je ne savais pas qu'il avait créé une émission d'acheteurs. D'acheteurs et d'antiquaires. Donc déjà sur les objets. Sur les objets, je crois que c'était une fois par semaine à Radio Monte-Carlo dans les années 80. Ah, je ne savais pas ça. Je savais qu'il était journaliste, ouais. Mais... Et je croisais Caroline qui venait travailler avec lui à l'époque déjà, qui préparait le métier. Et donc, était une bombe, j'imagine. Elle devait être superbe. Elle avait toujours 2 gros chiens avec eux, ouais. Avec elle, qui ne la quittaient pas. Donc, ça éloignait ceux qui s'approchaient d'elle un peu trop près. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que cette émission, à l'inverse de beaucoup d'autres, on peut venir sans passer de casting, Sophie Davant. Oui, c'est l'une des seules émissions de télé, voire la seule, où seuls les objets sont castés. Donc, n'importe qui peut avoir la chance de passer à la télé. Ce qui m'offre une sorte de carte postale de la France. C'est-à-dire que je vois aussi bien des érudits en matière d'objets, des profs de fac, des antiquaires, des brocanteurs qui viennent, aussi bien que des gens qui viennent pour boucler une fin de mois difficile. Donc j'ai tout type d'acheteurs et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, parce que moi mon job c'est de les mettre en valeur et de faire en sorte qu'on perçoive leur personnalité en peu de temps. Et quand cette émission a commencé, vous n'imaginiez pas qu'elle aurait un tel succès, Sophie Davant? Non, on ne peut pas imaginer ça. Je pensais qu'elle pouvait tenir la route, mais bon, on a pris une case à 300 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, on grimpe parfois jusqu'à plus de 2 millions. Donc et puis ça a été assez vite. En 6 mois, on est passé de 4% à 10%, je crois. Donc aujourd'hui, on flirte avec les 20%. Mais comment l'expliquer?
Parce que je pense qu'on tend un miroir à ceux qui regardent. On leur parle d'eux, on leur parle de ce qu'ils pourraient avoir chez eux. Ils apprennent des choses. Il y en a plein qui viennent avec un vase galet en nous disant moi j'ai toujours vu ce vase chez ma mère, chez ma grand-mère. Je savais pas du tout qu'il avait de la valeur. Donc ils apprennent autant que moi à mon rythme. Ils font des progrès autant que moi. Et puis c'est assez familial notre univers. Ils s'y retrouvent, ils s'y reconnaissent. On leur parle d'eux. Et en même temps, vous vous êtes découvert, Sophie Davant, une passion pour l'art déco. Alors, moi, j'ai appris des tas de choses. Il y a des objets que je n'aurais jamais regardés auparavant. Par exemple, des lampes dorées en métal de la maison Janssen ou de la maison Charles, les fameuses lampes ananas, les lampes palmiers, etc. J'ai racheté un énorme palmier à l'un des acheteurs, un palmier qui avait été vendu à l'émission. Et puis, c'est vrai que je consolide mes connaissances en matière d'histoire de l'art. Et c'est vrai que j'ai un petit penchant pour l'art déco, tout en aimant beaucoup les verreries de la période Art Nouveau. Donc tout ça est formidable. J'ai acheté des petits tableaux. Moi, j'adore la peinture et les marines en particulier. Donc régulièrement, les vendeurs viennent avec un petit tableau. Puis alors maintenant, ils commencent à cerner mes goûts aussi. Donc parfois, ils viennent avec quelque chose qui m'est vraiment destiné. Donc c'est assez amusant. Moi, je n'ai pas le droit d'acheter directement, mais il m'arrive de racheter aux acheteurs. Voilà. Quand Alors, ils ne me font pas grimper les enchères trop. Voilà, et discrètement à l'image de votre vie, car à l'inverse de beaucoup d'autres personnalités de télévision, on vous voit rarement dans les dîners mondains, dans les soirées people. Vous préférez une vie tranquille ou que vous organisez à votre manière, Sophie Davant. J'ai besoin de me ressourcer, moi, d'abord en voyant des gens qui ne travaillent pas forcément à la télé. Et puis très simplement, j'aime aller en bord de mer, j'aime aller en Normandie, j'aime marcher longuement à marée basse. J'ai besoin de nature. J'ai été élevée par mon père dans des réserves naturelles, loin du monde et de la foule, et j'ai besoin de retrouver ça pour mon équilibre personnel. Voilà. Et puis je me suis rendu compte de la vacuité des dîners mondains, souvent où finalement les rapports sont très superficiels et on parle toujours des mêmes sujets, donc ça me saoule un peu. Oui, et les conversations superficielles, c'est pas du tout votre Ah truc. non. Moi, j'aime bien creuser, j'aime bien qu'on me raconte des histoires de rencontres, justement. J'aime bien avoir des relations, oui, profondes avec ceux qui m'entourent. Et d'ailleurs, c'est parce que vous aimez écouter les autres que je pense que vous avez été choisi quand Jean-Luc Delarue est tombé malade pour le remplacer, Sophie Davant. Oui, je pense qu'il avait vu comment j'animais le Téléthon, où il y avait quand même pas mal de ce qu'on appelle de testimonial, puisque j'interviewais des familles, des parents, des enfants malades. Et c'est vrai que quand il m'a fait cette proposition, alors bon, ça s'est fait dans l'urgence puisqu'il a été retiré de l'antenne du jour au lendemain. Il m'a proposé ça l'après-midi pour le lendemain matin quand même. Oui. Il a fallu que je prenne ma décision rapidement. Et puis vous imaginez que remplacer Jean-Luc Delarue, le gendre idéal, l'animateur préféré des Français, c'était pas évident non plus. Mais bon, je me suis dit que ça me plairait, donc j'étais sûre que j'étais capable de le faire. Et finalement, vous êtes devenue ce qu'on appelle une décortiqueuse de l'âme, Sophie Davant. J'aime bien cette idée-là, mais vous savez, j'ai toujours été comme ça. Mon ami d'enfance me le rappelait il n'y a pas si longtemps, en me disant que dès le collège, toute petite, je me suis intéressée aux gens et au parcours des gens et des adultes en particulier qui m'entouraient. Et au collège, on avait un surveillant qui était étudiant en psychologie et il faisait ses travaux pratiques avec nous. Il faisait de la thérapie de groupe avec nous. Donc, inutile de vous dire qu'il a explosé le groupe que nous formions. Mais ça m'avait beaucoup intéressée. En fait, en gros, on se disait nos 4 vérités tout le temps. Mais alors, j'adorais ça, moi. Et puis on sent dans certaines émissions que vous êtes touché par votre voix, par votre regard, par certaines confidences qui vous ramènent à votre enfance, Sophie Davant. Oui, forcément, quand on traite des sujets de l'intime, il y a toujours des situations qui vous ramènent à ce que vous avez vécu, donc qui vous émeuvent plus particulièrement. Et d'ailleurs, vous avez du mal à le prévoir parce que ça dépend d'une personnalité, ça dépend de la manière de raconter une histoire. En général, quand vous préparez un sujet dont vous savez qu'il va vous toucher, vous vous blindez. Et puis parfois, vous êtes cueilli par une confidence comme ça, sans y avoir été préparé. Ça m'a amusé. Je présentais l'émission La Lettre sur France 2, qui est un divertissement dans lequel quelqu'un écrit pour un ami à lui qui est fan d'un artiste. Donc la personne écrit sans qu'il le sache à cet artiste pour lui faire une surprise.
Et une fille avait écrit pour sa maman pour se faire pardonner de son adolescence difficile. Et au moment de ce témoignage en plateau, j'ai été plus émue que la maman qui a pris ça de manière très guillerette. Et moi, j'ai été complètement bouleversée. Donc, c'est moi qui pleurais et pas elle. Donc, c'était quand même assez surréaliste. Et oui, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend la vraie vie et qu'on change d'idée sur la vie, non? En croisant des gens En croisant des gens, c'est-à-dire que ça donne une autre vision de la vie quand on écoute ces gens-là. Oui, alors moi, je l'ai eu très tôt, cette vision différente de la vie, puisque j'ai perdu, hélas, ma maman à 20 ans. Elle était chercheuse au CNRS, elle travaillait sur la gynécologie du ver de terre, et elle est décédée en 2 ans d'un cancer du sein. À l'époque où les traitements n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Donc, j'ai vu ma mère, qui était magnifique, je l'ai vue dépérir sous mes yeux, je l'ai vue mourir. Et je peux vous dire que quand on vit ça à 20 ans, au moment où on fait ses études, vous savez tout de suite, vous allez tout de suite à l'essentiel dans la vie. Vous savez tout de suite faire la part des choses. Exactement. Et vous avez vécu d'autres choses qu'on va évoquer avec une autre date, le 19 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Davant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Sophie Davant. Donc, le 19 mai 2021 est sorti Tout ce qui nous lie, Confidence pour confidence, un livre chez Albin Michel, un livre finalement qui a comblé votre confinement. Oui, alors j'avais pas prévu de l'écrire. J'ai répondu à une demande de mon éditrice qui me courait après depuis 2 ans en me demandant d'écrire à nouveau, et j'avais pas le temps. Et puis là, elle m'a dit, écoute, non, tu peux plus me dire que t'as pas le temps, tu n'as que le temps de faire ça, au contraire. Et elle m'a demandé de réfléchir au lien qui s'est tissé avec les Français depuis 30 ans, de réfléchir aux éléments de ma personnalité qui pouvaient faire écho en eux, et en gros, de réfléchir à ce qui pourrait dresser le portrait et les caractéristiques d'une France, entre guillemets, populaire. Voilà. J'ai eu à cœur de réhabiliter cette notion de popularité, que je trouve trop méprisée par certaines élites. Et je trouve que c'est une grâce que d'être apprécié du plus grand nombre, et que populaire ne veut pas forcément n'est pas forcément synonyme de grossier ou de vulgaire. Voilà, on peut être élégant et populaire. Et on peut être aussi un modèle, une référence, comme vous l'êtes devenue, Sophie Davant. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité. Il faut être soi-même irréprochable. Oui, c'est de toute façon, quand on fait ce genre de métier et quand on s'adresse à plus de 2 millions de téléspectateurs régulièrement, on a une responsabilité vis-à-vis du public. On peut pas dire n'importe quoi, on peut pas aller n'importe où. Voilà, c'est évident qu'il faut avoir une certaine tenue. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. En plus, quand on travaille sur le service public, moi j'ai une image à laquelle je tiens beaucoup et qui correspond tout à fait à ma personnalité. Mais voilà, les gens n'aiment pas que je sois associée à la notion d'argent. Je pourrais pas me permettre de faire de la pub. Enfin voilà, ils n'aiment pas tout ça me concernant. Oui, et quelquefois les réseaux sociaux vous attaquent, mais encore une fois, ça vous est totalement indifférent. Ah non, ça m'est pas indifférent, parce qu'on est toujours... moi, je suis très sensible à ce qu'on dit de moi, surtout quand c'est faux et quand c'est injuste. Mais c'est toujours faux et injuste en général. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est un peu c'est l'occasion pour certains de déverser leur jalousie et leur haine. C'est un peu... Je pense que personne n'est à l'abri de ce genre de défouloir. Oui, mais en même temps, quelquefois ça blesse. Et surtout, une autre chose dont vous vous méfiez, Sophie Davant, ce sont les selfies. Alors, c'est pas toujours... Je comprends. Moi, quand je croise les gens dans la rue qui me reconnaissent, ils ont l'impression de croiser une copine qu'ils connaissent depuis longtemps. Donc, c'est très touchant et très agréable. Mais quand c'est le matin, que je sors de chez moi, que j'ai un problème, que j'ai besoin de faire quelque chose rapidement, que je suis pas maquillée, pas coiffée, qu'on me demande un selfie, ou quand je sors de la mer, par exemple, en maillot, les cheveux plaqués, qu'on me demande un selfie. Bon, là, c'est plus embêtant, quoi. Et on se demande après ce qu'ils en font, où ça va partir. Voilà. Donc, dans ces cas-là, ils comprennent pas du tout.
Et alors là, vous entendez des réflexions, oh, bah, elle est plus sympa à la télé. Hein. Voilà. Exactement. Alors la mer, justement, c'est une passion, c'est-à-dire que vous allez en Normandie régulièrement et surtout, vous avez fait des traversées en voilier, notamment vous avez fait le golfe d'Alaska, ça, évidemment. Ouais. J'ai fait le golfe d'Alaska. J'adore ça. En fait, mon rêve, ce serait de pouvoir un jour partir longtemps sur un voilier, de voyager, alors peut-être pas faire le tour du monde, mais de découvrir des pays que je ne connais pas. Peut-être en faisant mon métier, d'ailleurs, en faisant des documentaires, pourquoi pas. Une genre d'Antoinette sans barbe. Je pense à Antoine, le chanteur. Je trouve ça formidable qu'il allie sa passion à des documentaires utiles et magnifiques. Donc voilà, j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Pour le moment, je suis encore un peu trop occupée, mais j'aime beaucoup le bateau. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'être en communion avec la nature et de couper avec tout le reste. Voilà. Et vous vous interrogez souvent sur la taille des bateaux. Alors, j'ai deux obsessions. Quand je suis sur un bateau, je m'interroge sur la taille des bateaux, donc ça fait marrer tout le monde. D'autant plus si je ne comprends rien dans leur... je ne sais plus comment on mesure la taille des bateaux, là, je ne sais plus comment... En pied, je crois. En pied, voilà, donc il faut traduire en mètres. Bon. Et ma deuxième obsession, c'est la montagne. Je cherche le Mont Blanc partout. Donc ça fait hurler de rire mes enfants. Voilà. Et donc, en mer, vous préparez aussi le déjeuner pour tout le monde? Ah oui. Alors là, si un bateau a besoin d'une bonne cuisinière, il n'y a pas de problème. J'adore ça. Voilà. Et les soirées, justement, c'est entre amis. Et elles se terminent par des danses, car vous pratiquez le zouk, le rock. Voilà. Et vous rêvez un jour d'apprendre les danses de salon. C'est vrai. En fait, je suis un géo, moi toute seule. Je peux faire la cuisine, je peux faire le spectacle après la cuisine. Et oui, j'aime bien danser, mais ça, c'est une croisière en Bretagne avec des copains de la Trinité-sur-Mer, des gens adorables et qui ont tous, qui ont en commun avec moi le sens du partage, de la fête, de la mer. Donc, on s'entend très bien. Donc, on a passé des moments formidables. Mais les danses de salon, je me suis un peu renseigné. Le terme est né en 1950 pour différencier le rock and roll de toutes les autres danses. Ah oui. Et ensuite, on a classé les danses de salon anciennes et modernes, classiques, etc. Mais j'adore tout ce qui se danse à deux, et je déplore que les jeunes aujourd'hui ne sachent plus danser à deux. C'est dommage parce que c'est extrêmement gracieux de voir un couple qui danse et qui s'entend bien. Et justement, à propos de couple, et vous ne le cachez pas dans ce livre, votre livre, je crois, touchera beaucoup de gens, Sophie Davant, parce que c'est le manuel du célibataire. C'est-à-dire que vous êtes célibataire, vous ne le cachez pas, et vous nous expliquez toutes les situations dans lesquelles on se retrouve quand on cherche un homme. Alors, j'ai fait une enquête auprès de mes copines. Je ne parle pas que de moi, donc d'ailleurs, c'est difficile de savoir quelles sont mes histoires et quelles sont les leurs. Mais c'est vrai que je découvre un pays. Moi, je n'étais pas du tout programmée pour être célibataire. Il se trouve que je traverse cette période en ce moment. Et alors, plein de copines à moi m'ont dit, mais tu verras, c'est formidable, on fait ce qu'on veut quand on veut, etc. Donc, je me le souhaitais pas trop. Je finis par trouver ça finalement plutôt pas si désagréable que ça, mais j'ai eu quelques déconvenues. Donc c'est vrai que j'essaie d'alerter les futures lectrices contre certaines déconvenues. Tout ça avec beaucoup d'humour évidemment et de recul. Oui, parce que justement, il y a le serial lover, il y a l'homme marié, il y a celui qui vous donne pas de nouvelles pendant des mois, et vous racontez même un dîner où vous vous vengez en invitant un radin. Oui, alors en l'occurrence, c'était pas une histoire à moi, mais j'avais tellement adoré cette histoire que je l'ai. Elle est magnifique, l'histoire. Une copine. Enfin bon, vous lirez. Je vais pas vous raconter ça, mais c'est magnifique. Alors, certains disent que la vie en solitaire, c'est un échec. Finalement. Je suis d'accord. Moi, je suis programmée pour partager. Mais bon, je connais une période de célibat, mais célibat ne veut pas dire solitude. Oui. Voilà, je suis entourée et vraiment pas seule, donc tout va bien quand même. Et vous avez appris qu'il y a trois coups de foudre dans une vie. Et que tout peut revenir. Alors, j'avais appris ça dans l'émission, justement, Toute une histoire. La psychologue disait, on a un capital de 3 coups de foudre. J'étais catastrophée parce que j'en avais déjà vécu plus de 3 moi. et depuis, j'en ai vécu d'autres. Donc, voilà, je suis hors norme, certainement. Mais en même temps, vous avez un tempérament de gamine toujours prête à recommencer. Ouais, alors je ne sais plus qui me disait que l'amour est peut-être le seul domaine où l'expérience ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on est prêt à reproduire les mêmes erreurs. C'est peut-être Jean d'Ormesson qui me disait ça. Et c'est vrai que moi, je me sens... J'ai une sorte de conviction, c'est que le meilleur reste à venir et que je n'ai encore rien vécu, vous imaginez ?
Il y a un film qui vous a marqué, c'est Le Chat avec Gabin et Signoret. Terrible. Terrible cette histoire de couple qui finit par se haïr, c'est horrible. Alors j'aime beaucoup les films romantiques, moi j'ai été très marquée aussi par les films de Claude Sautet, César et Rosalie en particulier, mais c'est vrai qu'il y a une image qui m'effraie toujours, c'est de voir un couple au restaurant qui ne se parle pas. Oh, tout sauf ça. C'est exactement. Et ce film qui a eu beaucoup de succès, c'est un roman de Simenon au départ, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a participé au scénario, c'est Annie Cordy. Non. Si. Elle a participé à l'écriture du scénario. Exactement. Ah non, je ne savais pas. Alors, elle est formidable d'ailleurs dans le film. Extraordinaire. Alors, il y a une chose aussi que vous détestez par-dessus tout, Sophie Davant, et vous le racontez dans ce livre, Tout ce qui nous lie, c'est l'hypocrisie. Oui, c'est vrai que je préfère les gens sincères, quitte à parfois subir leur foudre, hein, parce que c'est pas toujours évident quand on vous dit vos cas de vérité. Oui, bon, moi je suis pas hypocrite en tout cas, j'ai toujours à cœur de dire les choses. Parfois je fais des erreurs parce qu'il y a des manières de dire et des moments pour le dire. D'ailleurs je m'interroge dans un chapitre sur cette idée-là, toute vérité est-elle bonne à dire? Et la conclusion est évidemment non. Mais j'ai un tempérament de fille sincère et spontanée. Voilà, il m'est arrivé quelques anecdotes que je raconte d'ailleurs dans le livre, Tout à fait. notamment avec Sylvie Vartan, où je me permettais de lui poser des questions que personne n'osait lui poser, et finalement c'est ce qui fait qu'on est devenus très copines. Et voilà, elle adorait ça car c'est la personne la plus sincère qui soit. Ouais, c'est vrai. Et cette question sur l'hypocrisie, quelqu'un se l'est posée. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Guy Béard, le premier qui dit la vérité, doit être exécuté, ce qui a fait scandale à l'époque. Et finalement, il n'avait pas tort. C'était les débuts, justement, d'une certaine forme de mensonge. C'est vrai. Quelle carrière aussi, Guy Béard. On n'en parle pas assez, je trouve, notamment de sa carrière d'homme de télévision. Ah, il a fait 70 émissions de Bienvenue. Incroyable. On ne revoit pas la télévision, malgré l'intervention d'Emmanuel et Ève, ses enfants. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il a été le pionnier du talk show. Tous Bien les sûr. animateurs lui doivent quelque chose aujourd'hui. Bien sûr. On est d'accord. Alors, il y a aussi dans vos combats les droits et l'indépendance de la femme. Et ça, vous l'évoquez dans ce livre. Le mouvement MeToo, ça a été une libération. Et pour vous, c'est très important, Sophie Davant. Oui, alors je suis pas, moi je ne suis pas sur un mode agressif, donc je trouve que comme souvent lorsqu'il y a un mouvement de libération, il y a des excès et il n'est pas question pour moi de conspuer les hommes. Moi je voudrais qu'on retrouve de nouveaux équilibres, de savoir vivre ensemble entre hommes et femmes, parce que les hommes d'aujourd'hui sont complètement paumés là, ils savent plus du tout où se situer face aux guerrières que nous sommes devenues, face aux femmes qui s'assument, que nous sommes aujourd'hui, ils ont du mal à trouver leur place. Donc le combat d'aujourd'hui et de demain, c'est justement de retrouver des équilibres qui nous conviennent à tous. Et un sommaire équilibré, c'est celui du magazine de Sophie Davant, S, qui le 3e numéro vient de paraître, 4e numéro. Comment est née cette histoire, Sophie Davant? Bah alors ça, j'en suis toujours pas revenue. J'ai été invitée à déjeuner par Claire Léost, la patronne du groupe CMI, et par Jérémy Parrer, le rédacteur en chef de Télé 7 jours. Et ils m'ont parlé d'un magazine féminin dont ils souhaiteraient, donc ça c'était il y a 2 ans déjà, dont ils souhaiteraient que je sois l'égérie, la directrice éditoriale. Alors je suis tombée de ma chaise en leur parlant de femmes que je trouvais plus inspirantes que moi. Et puis ils me disaient mais non, mais nous on cherche quelqu'un de populaire et chic. Et ils me disent, on n'en a pas tant que ça, voilà, il n'y en a pas tant que ça dans le paysage aujourd'hui. Donc je me suis dit, en rentrant chez moi, alors déjà j'ai réalisé l'ampleur de la proposition, ensuite je me suis dit que ça ne se ferait jamais vu la crise de la presse écrite. Et puis voilà, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Et quand ils sont revenus quelques mois plus tard, moi j'avais réfléchi, je me suis dit, bon, s'ils reviennent, voilà ce que je leur proposerais de faire. Et on était d'accord sur la ligne éditoriale. Et pour moi, c'est formidable. C'est une nouvelle expérience. Je n'avais aucune expérience en presse écrite. Et c'est l'occasion d'explorer des sujets, de faire des interviews de fond,
longue, alors qu'en télé ou en radio, on est minuté. Et voilà, je me régale et c'est un honneur. Je considère que c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Oui, et en plus, c'est un retour aux sources pour vous du journalisme. Absolument. Que vous auriez fait. Ouais. Il y a eu un autre magazine S qui était le Sardou dans les années 70 Ah qui bon a créé un magazine mensuel. Ça a duré 5 numéros parce que lui, il s'ennuyait alors que le journal marchait très bien. Ah ouais. Bah écoutez, nous, on en est à 4. Le 5e sort en juillet. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais on verra. Je ne suis pas inquiet parce qu'il y a vraiment tous les sujets qui correspondent à ce que vous êtes et qui ont fait le succès de vos émissions de télévision. Et c'est tout le mal que je vous souhaite que ça continue comme ça. Merci. Alors, donc, je conseille à Je suis très fière parce que je trouve qu'il est bien fait, ce magazine. Il y a beaucoup de contenu. Oui. Donc, c'est ce qui m'a porté. Oui, et c'est rare aujourd'hui dans la presse de magazine, je peux vous le confirmer. Donc, le magazine de Sophie Davant est disponible, et puis tout ce qui nous lie chez Albin Michel permettra à celles et ceux qui vous aiment, ils sont nombreux, de vous découvrir un peu plus encore. Merci de votre invitation. Merci Sophie, vous êtes toujours la bienvenue dans Les Clés d'une Vie et sur Sud Radio, car comme vous, nous parlons vrai. Merci beaucoup. À bientôt. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.